have ruined lives of other people. I have ruined my family's life. I have put people through pain. Le 27 octobre 2001, 2 hommes se rendent à la caserne de pompiers de Fort Worth, au Texas. Ils annoncent avoir découvert un corps dans le parc Cobb. Ce parc est connu pour être un dépotoir, pour voitures volées, mais on y retrouve aussi des corps. Ça vend vraiment pas du rêve comme parc. Les pompiers appellent alors le 911, ils se rendent sur place avec la police et découvrent un corps dans un état lamentable, comme s'il avait été percuté par un véhicule. Le détective Carroll dira qu'une de ses jambes est quasiment amputée, l'autre cassée, des éclats de verre sont plantés dans son corps, il n'a plus ni chaussettes ni chaussures, aucune preuve n'est retrouvée sur les lieux pour définir qui a assassiné cet homme puis l'a transporté jusqu'ici. Cet homme est identifié, il s'agit de Gregory Glenn Biggs. Il est né le 16 août 1964, il a du coup 37 ans au moment de sa mort. Il se marie en 1982, mais en 1983, des symptômes de maladie mentale apparaissent, de la schizophrénie légère et de la bipolarité. Il divorce en 1984 et perd son travail à cause de ses pathologies, ses capacités étant diminuées. Bien qu'il ait vécu avec ses problèmes de santé mentale toute sa vie d'adulte, il a pris soin de son fils Brandon et a occupé un emploi de maçon indépendant par la suite. Le 26 février 2002, Maranda Daniels appelle sa maman horrifiée par le discours d'une certaine Shanti sur un accident qu'elle aurait eu 4 mois auparavant. En effet, Shanti lui aurait confié lors d'une soirée en rigolant qu'elle avait heurté un homme blanc avec sa voiture. Sa mère lui conseille donc d'appeler la police. Après l'obtention d'un mandat de perquisition, la police fouille la maison et retrouve une Chevrolet Cavalier de 1997 tachée de sang avec le pare-brise explosé. Les sièges sont dans le jardin de la jeune femme et certaines pièces ont été démontées. On retrouve même des cheveux de Biggs sur le véhicule. Shanti Jawan Mallar est née le 22 juin 1976. Elle a 25 ans au moment des faits. Elle a 2 frères et sœurs et elle est la plus jeune des 3. Elle vit à Fort Worth, au Texas. D'après quelques témoignages d'amis, de connaissances, c'est une jeune femme plutôt réservée, calme et polie. Ses résultats scolaires étaient satisfaisants et elle a trouvé un travail d'aide-soignante en attendant de finir ses études pour devenir infirmière. Ses parents l'ont aidée à acheter sa maison. Elle emprunte d'ailleurs beaucoup d'argent et assez fréquemment à ses parents. Elle n'a pas l'air de savoir gérer son argent. Apparemment, elle a une consommation de substances plutôt excessive. Lorsque les enquêteurs parlent à Shanti, elle explique que le 25 octobre 2001, elle a consommé de l'alcool et des substances illicites avant de prendre sa voiture pour aller en boîte de nuit à Arlington avec une amie. Une autre aide-soignante nommée T. Fry, avec qui elle a travaillé dans une maison de retraite. Elle continue à consommer des substances en boîte de nuit jusqu'à 2h30 du matin. Ensuite, T ramène Shanti à son appartement puisqu'elle est trop ivre, sans parler de ce qu'elle a pris en plus. Au lieu de rester chez T, ou de s'arranger pour rentrer avec un taxi ou un autre ami qui l'aurait ramené de la famille, elle prend sa voiture et rentre chez elle. T d'ailleurs lui avait proposé de la suivre, mais elle n'a pas voulu. Alors qu'elle se trouve sur l'autoroute 287, elle percute un homme, qui s'avéra être Greg Biggs. Il traverse le côté passager du véhicule, sa tête et ses épaules sont dans le véhicule, le reste à l'extérieur du pare-brise. Au lieu d'appeler les secours, elle s'arrête, tente de le sortir mais il est trop lourd, donc elle abandonne. Elle reprend le volant et rentre chez elle à 1,5 km environ, gare la voiture dans son garage et ferme la porte derrière elle. Elle s'excuse lamentablement en pleurant tout de suite auprès de l'homme qui gémit en lui disant que ce n'est qu'un accident, qu'elle n'a pas fait exprès. À ce moment-là, Greg n'est pas décédé, il implore de l'aide, il gémit mais elle ne l'aide pas. À 3h30, Shanti appelle T pour qu'elle vienne la chercher. Une fois arrivée sur place, elle court vers la voiture de T et lui crie qu'il faut qu'elle conduise au plus vite. Elle lui prend son téléphone pour appeler un homme qu'elle connaît. Elle raconte ensuite l'histoire à T. Elle a percuté un homme, elle en est désolée, elle n'a vraiment pas fait exprès, mais il est vivant dans son garage et toujours dans le pare-brise. Elles ont passé plusieurs heures à rechercher l'homme que connaissait Shanti et sans succès. Donc,
Elles reviennent à la maison, Ti découvre l'homme dans la voiture, dans le pare-brise, et elle lui conseille quand même d'appeler le 911, mais Shanti ne le fait pas. Elles vont donc, tout naturellement, dormir chez Ti en laissant ce pauvre homme agoniser dans le garage. Le lendemain, Shanti appelle Clyde Jackson, l'homme qu'elle recherchait la veille. Un homme avec qui elle avait eu des relations. Il vient chez elle. Il est en colère parce qu'il a des antécédents criminels, il est en liberté conditionnelle et ne veut surtout pas retourner en prison. Il prend tout de même un râteau pour voir si Greg est mort et effectivement il l'est. À ce moment-là, il appelle son cousin Tyler Cleveland pour l'aider à se débarrasser du corps. Shanti demande alors à Ti de prêter sa voiture, ce à quoi elle répondra un non catégorique. Ils prennent donc la voiture de la petite amie de Clyde, ils ont mis le corps dans une couverture et dans le coffre, direction le parc Cobb. Shanti a l'idée de brûler le corps, mais Clyde a refusé, il préfère le mettre quelque part où la famille peut le retrouver pour l'enterrer. La voiture est restée quand même dans le garage de Shanti. Elle attend un remboursement d'impôt sur le revenu, elle veut ensuite brûler la voiture et en racheter une nouvelle. Elle continue sa petite vie comme si de rien n'était, elle consomme même encore des substances. Des amis l'emmènent et la ramènent du travail en attendant, en prétextant qu'elle est en panne avec sa voiture. Après sa déclaration, les médecins légistes confirment qu'il aurait pu être sauvé si elle avait appelé le 911. Il est probablement décédé à cause de la perte de sang au niveau de sa jambe gauche quasiment amputée. Il avait aussi la jambe droite fracturée ainsi que le bras droit. Il a vraiment dû souffrir, ce pauvre homme. Il faut quand même savoir qu'elle était à moins d'1,5 km d'une caserne de pompiers où, soit dit en passant, son frère, lieutenant James Mallard, était en service ce soir-là, donc elle aurait pu lui demander de l'aide, et elle était à moins de 9 km d'un hôpital. D'ailleurs, le capitaine des pompiers Jim Snowder dira « Il n'y a pas un membre du service d'incendie de Fort Worth qui n'aurait pas pu sauver la vie de M. Biggs. » Le 6 mars 2002, Shanti est arrêté pour falsification de preuves et de meurtre. Ti n'a pas été accusé, l'immunité lui a été accordée en échange de son témoignage contre Shanti. Le 12 septembre 2002, Tyrone a plaidé coupable pour falsification de preuves et condamné à 9 ans de prison. Le 8 janvier 2003, Clyde plaide coupable à son tour pour le même chef d'accusation et est condamné à 10 ans de prison. Quasiment autant que son cousin, alors qu'il est en libération conditionnelle. Je comprends pas toujours le système judiciaire. Bon, 1 an de plus, c'est pas beaucoup, et il avait déjà fait de la prison pour des problèmes de substance et d'armes à feu. Lors du procès de Shanti en juin 2003, Brendan dira de son père qu'il était très travailleur, très sympathique, et que bien qu'il n'ait pas beaucoup d'amis, il était très amical et affectueux. Il avait une petite amie à qui il avait prêté de l'argent. Elle n'a pas remboursé, il a tout perdu à cause de sa générosité. Le camion avec lequel il pouvait travailler, puis sa maison, ne pouvant plus régler lui-même ses propres factures. Il fera ensuite cette déclaration au moment du procès. To the Mallard family, we would like to say that we're sorry for your loss as well, because there are no winners in a case like this. It's just as we all lost Greg, you all will be losing your daughter. To Shantae, I personally would like to say that I would accept your apology, but in return I hope that you would accept my forgiveness. Shanti fera à son tour une déclaration. I have ruined lives of other people. I have ruined my family's life. I have put people through pain. And I am so truly sorry. I am so sorry, Brandon. I am so sorry for what I have caused your family. And I am sorry for the pain that I have put my family through. Le 23 juin 2003, Shanti plaide non coupable de meurtre, mais coupable de falsification. Elle espère peut-être qu'elle aura un petit peu de chance, mais bon, ça paraît assez évident que c'est un meurtre, malgré tout, puisqu'elle l'a laissé, elle ne l'a pas aidé, il a agonisé ce pauvre homme, bref. Et le 27 juin, elle est condamnée pour les 2 chefs d'accusation. Le jury n'a pas mis 1 heure pour prendre sa décision et la condamne à 50 ans de prison.
Elle pourra bénéficier de la liberté conditionnelle en 2027 à l'âge de 51 ans. Cette histoire a été adaptée un certain nombre de fois au cinéma ou dans des séries, comme dans Stuck, c'est un thriller de comédie noire réalisé en 2007 par Stuart Gordon et mettant en vedette Mena Suvari et Steven Rea. Il y a eu aussi un épisode de Law and Order. L'histoire a inspiré les événements de la 2e saison de Fargo et elle aura également inspiré une scène dans la 3e saison du drame procédural de Fox. Cette affaire souligne l'importance de la responsabilité morale et légale face à la détresse humaine, tout en posant des questions sur l'empathie, la peur des conséquences et le devoir agir. Elle demeure un rappel glaçant des conséquences que peuvent avoir l'égoïsme et le déni face à l'irréparable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également les gens qui mettent des j'aime, qui s'abonnent et qui me mettent des commentaires, ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à très vite pour une autre histoire.